Les erreurs à éviter dans le but d'avoir son visa facilement. Salut à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donne les erreurs à éviter dans le but d'avoir votre visa. Moi c'est Guy Félix, si tu viens de me découvrir, ici je te donne les astuces qui te permettront de réaliser ton projet études en France sans que tu ne passes par une agence. C'est tout simple, il suffit de t'abonner, activer la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et quand c'est bon, on commence la vidéo. Alors les amis, dans cette vidéo, je ne vais pas vous caresser dans le sens des poils, je vais vous dire la vérité. Voilà, ça va faire mal à d'autres personnes, mais sachez que je vous aime bien et c'est votre avenir. Il faudrait que vous dites la vérité pour que vous sachiez mieux vous préparer. Alors, les erreurs à éviter se situent au niveau hébergement et au niveau financier. D'abord, nous allons débuter au niveau hébergement. La première erreur à éviter au niveau de l'hébergement, c'est l'achat des documents. Oui, d'autres diront, ah ça passe, oui, mon frère a fait ça, mon cousin a fait ça, ma tante même elle a aidé quelqu'un comme ça à acheter un document. Ok, ça passe pour les premières personnes qui auront ces documents-là. Sachez que ceux qui vous vendent les documents, ils ont pour objectif de se remplir les poches, c'est-à-dire avoir assez d'argent. Par contre, vous, votre objectif c'est d'avoir le visa. Vous voyez que c'est pas pareil, non? Donc, celui qui va vous te vendre ces documents-là, sache que il vendra ce document à plusieurs personnes. Donc imagine, s'il a vendu ce document à 15 personnes et que toi, tu es la 7e personne à vouloir faire ta demande de visa. Vous voyez que les documents sont répétés jusqu'à ce que tu sois la 7e personne. Quand pour France n'est pas bête, forcément, ils sauront que les documents reviennent. Et c'est ainsi qu'ils vont te coller un gros refus de visa. Donc tu vois que l'achat des documents là, c'est bizarre. Donc, arrêtez d'acheter le document. C'est un conseil, je sais que c'est compliqué. Cherchez, informez-vous pour que vous puissiez avoir des documents solides pour ne pas avoir de problème à la demande de visa. Le deuxième point à évoquer, pour ceux qui vont opter pour une prise en charge, les amis, je vous conseille de demander à la personne, si c'est votre tante, si c'est votre cousin, si c'est votre oncle, en tout cas, je ne sais pas, demandez à cette personne dans combien de mètres carrés elle vit actuellement et demandez-lui aussi si elle est seule ou elle vit avec quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne, ici en France, a droit à 9 mètres carrés. C'est-à-dire, moi, comme ça, là, où je vis, j'ai droit à 9 mètres carrés. Donc, si moi, je dois prendre une personne en charge, il faudrait que je sois dans un espace de 18 mètres carrés. C'est ainsi que je pourrais prendre cette personne en charge. Donc, lorsque vous allez poser la question, si cette personne vous dit qu'elle vit dans un espace de 18 mètres carrés, elle pourra prendre en charge. Au moins qu'elle vit tout seul, n'est-ce pas? Du coup, ce sont les calculs à faire. Vous allez poser la question à ce que puisse vous répondre franchement et fournir ces documents. Dans le cas contraire, cherchez ailleurs. C'est difficile, oui, mais c'est une manière de vous dire que la demande de visa, c'est une étape très importante et c'est pas à banaliser. La troisième erreur à éviter, les amis, c'est un conseil en même temps. Voilà, pour ces personnes qui vont opter pour un contrat de bail ou une attestation d'hébergement, la troisième erreur à éviter, regardez d'abord la distance qu'il y a entre l'école et la maison. Avant de signer le contrat de bail, même avant de prendre les documents que la personne vous fournira pour pouvoir vous héberger, regardez la distance qu'il y a entre son logement et l'école. Regardez d'abord si le logement est à 3 km, 4 km, 5 km. Maintenant, il y a des personnes qui vont opter pour une prise en charge pour une personne qui est dans une autre ville que je sais, c'est ça. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu as été accepté à Lyon, mais tu te fais héberger à Strasbourg. Ça, c'est une erreur à éviter. Parce que ça ne va pas passer en fait. C'est pas logique. Au cas où vous faites une lettre d'explication en disant que vous comptez rentrer tôt, vous faites héberger dans cette ville-là en attendant de chercher un logement. Comme ça, bon, ils auront au moins une chance de pouvoir vous accorder le visa. Voilà, c'est un peu compréhensible en fait. C'est-à-dire que tu viens tôt, tu te fais héberger dans notre ville, et puis tu cherches le logement petit à petit, afin de pouvoir revenir dans ta ville où tu as été accepté et continuer. Ça, c'est un peu logique, oui, ils peuvent t'accorder le visa. Maintenant, la dernière erreur que je vais évoquer, ce sont ces personnes-là qui font des réservations d'hôtel. Ça là, ça va vous mal à taper. Vite même. Évitez. Et c'est tout diront, oh ça passe, toi tu racontes quoi même, les amis? Je vous aime bien, vous. Évitez. C'est compliqué, je sais, mais évitez les erreurs en fait. Mettez-vous dans des conditions
éligible, dans des conditions très confortables pour pouvoir avoir votre visa. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Refus de visa là, demandez-moi, ça fait mal hein. Souvent même là, tu as envie de jeter à l'eau même. Ça fait très mal. Donc évitez ces erreurs. Donc c'était les erreurs à éviter au niveau du volet hébergement. Maintenant, au niveau du volet financier, les amis, ça vous fait encore mal, mais c'est la vérité. Avant d'aborder ce sujet, sachez d'abord que pour une prise en charge, tes garants doivent te fournir une somme de 615 € par mois, ce qui te fait un truc de 7000 € dans l'année. D'autres diront, oh c'est énorme. En francs CFA, ça revient à 5 millions de francs CFA. Mais calmez-vous les amis, calmez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 5000 €, 7000 €. Ce sont des procédures, voilà. Donc, voici ce que je vous conseille. Pour ces personnes qui opteront pour une prise en charge, sachez que vous avez droit à jusqu'à 2 garants. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour un seul garant. Vous pouvez prendre au moins un deuxième garant. Mais n'allez pas au-delà de 2 garants. Allez voir prendre 3 garants. Non, évitez. Évitez, vous pouvez vous arrêter à 2 garants. Maintenant, pour les 2 garants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord voir leurs différentes charges. D'abord, vous allez vérifier s'ils sont mariés ou pas. Au cas où ce garant il est célibataire, il doit avoir une somme de 2000 €, c'est-à-dire un salaire de 2000 € par mois, au minimum 2000 € par mois. Comme ça, il pourra te verser peut-être le quart ou le tiers de son argent. Voilà, pour une personne qui a 2000 €, te prendre en charge avec 615 €, c'est trop. Il y a des charges aussi, les amis. Il a un logement à payer, il doit se nourrir, donc c'est pas possible. Donc, vous pouvez le garder, celui célibataire avec les 2000 €, vous pouvez le garder et vous prenez un deuxième garant qui peut être marié ou célibataire. Au cas où il est marié, regardez son bulletin de paye. Si il a un salaire qui varie entre 3000 €, 2000, 2900 et quelques, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répartir la somme de prise en charge en fonction de leur charge eux-mêmes. Vous voyez que celui qui est célibataire, il n'est pas marié, il touche un truc de 2000 €. Lui, comme ça, il peut te fournir 400 € par mois. Vous voyez, et celui qui a 3000 €, qui a 2 enfants par exemple, il peut te fournir un truc de 250 €. Vous voyez, donc on répartit les prises en charge en fonction de eux-mêmes leur propre charge. Voilà, de peur à ne pas éveiller des soupçons et tout. Voilà, de sorte à ce que nous soyons équilibrés pour notre demande de visa. Vous voyez, c'est tranquille, non? Les amis, je sais, il y a d'autres personnes, ils vont partir faire 3 garants. Évitez. Moi, par exemple, ma première demande de visa, là, j'avais opté pour 3 garants. J'ai eu un gros refus. J'ai eu un gros refus. Voilà. Je pleurais dans mon cœur et puis je marchais. C'est-à-dire la nourriture n'était plus abordable en fait. Parce que là, les amis, c'est réel. Évitez l'histoire des 3 garants. Évitez les dossiers trop chargés. 3 garants, ça charge trop le document, le dossier. Quand le document est trop chargé, c'est encombrant. Les gars vont vérifier vos dossiers trop chargés. Eux-mêmes, ça les énerve déjà. Puis vous connaissez un refus rapidement. Donc, évitez l'histoire de 3 garants. Maintenant, avant d'accepter un garant, soyez honnête avec eux. Parlez-leur, posez-leur des questions. Demandez-leur s'ils ont déjà été garants pour une autre personne, pour un autre étudiant, dans la même année. Parce que si c'est le cas, ça ne va pas passer. Parce qu'un même garant ne peut pas être garant pour 2 personnes, 3 personnes dans la même année. Ça ne passe pas. Donc évitez. Je sais de quoi je vous parle. Bon, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère bien que j'ai su vous casser les oreilles. Et voilà, juste pour vous dire la vérité, c'est clair. Vous savez maintenant comment vous apprêter pour votre demande de visa. Abonnez-vous, likez la vidéo, exprimez-vous en commentaire et partagez si possible pour taquer les personnes qui veulent venir étudier en France comme vous. Hein? C'est pas être sorcier, hein? C'est aider. Voilà, je sais que vous faites les trucs en cachette, voilà, pour pouvoir savoir, il vient en France, ok, on a compris, mais à quelque part, envoyez quand même, ça va les aider, voilà, seulement qu'ils ne sauront pas que vous faites Campus France, quoi. Vous avez vu ça sur les comme ça, vous avez partagé, juste pour les aider, c'est comme ça, Dieu aussi va vous bénir, et puis il va vous ouvrir les portes, c'est comme ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo, on s'abonne, voilà, on active la cloche de notification, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On like la vidéo, on s'exprime en commentaire pour soutenir la chaîne. Et on se dit ciao pour la prochaine vidéo.